Le jour où sa grand-mère est morte, personne n'a appelé Léa. C'est un notaire qui a laissé un message sur son répondeur, entre deux rendez-vous. À 34 ans, elle possédait un sac de couchage, une chienne blessée et 800 euros d'économie sur un compte qu'elle n'ouvrait plus. L'armée l'avait recraché. La ville l'étouffait et ses mains de médecin de combat ne savaient plus rien tenir sans trembler. L'héritage, c'était une ruine en pierre perdue dans les Cévennes, un séchoir effondré et un pont que personne n'avait jamais terminé. Les voisins disèrent que la vieille était folle. Des hommes rôdèrent dans la forêt la nuit. Et certains ne voulaient surtout pas qu'on découvre ce que ce vallon cachait. Mais quand sa chienne s'est mise à gratter une pierre dans la cheminée, refusant de s'arrêter, refusant de bouger, Léa a trouvé ce que sa grand-mère avait muré là pour elle, 20 ans plus tôt. Et plus rien n'a été pareil. Si vous connaissez ce sentiment d'avoir tout perdu, sauf une dernière chose à laquelle vous accrochez, restez jusqu'au bout. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire, quelle est la personne qui a cru en vous quand plus personne ne le faisait? Léa Morel n'avait pas dormi plus de 3 heures d'affilée depuis son retour du Mali. Ça faisait 2 ans maintenant, mais son corps ne le savait pas. Chaque nuit, vers 2 heures, quelque chose la réveillait. Pas un bruit, pas un cauchemar précis, juste une montée d'adrénaline brutale, comme si une alarme qu'elle seule entendait se déclenchait quelque part dans sa poitrine. Elle ouvrait les yeux, fixait le plafond gris de son studio lyonnais et attendait que son cœur ralentisse. Bresse dormait au pied du lit. La chienne malinois levait une oreille à chaque réveil, puis la reposait doucement, comme pour dire « Je sais, je suis là, rendors-toi ». Bresse boitait de la patte arrière gauche depuis un éclat de mortier près de Gao. L'armée l'avait réformée. Léa aussi, d'une certaine façon. Elle avait 34 ans, un studio de 22 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur, une pension d'invalidité qui couvrait le loyer et les croquettes, et personne à appeler après minuit. C'était un mardi matin quand le notaire téléphona. Léa mit 3 sonneries à comprendre que ce n'était pas un démarcheur. La voix était sèche, professionnelle. Maître Vidal, études notariales d'Alès. Votre grand-mère, Yvonne Morel, est décédée le 14 mars. Vous êtes sa seule héritière. Léa s'assit sur le bord du lit. Elle n'avait pas vu Yvonne depuis 7 ans. Pas par cruauté, par négligence, par distance, par cette espèce d'engourdissement qui s'installe quand on revient de la guerre et qu'on n'arrive plus à faire les gestes simples, téléphoner, écrire, prendre un train. Yvonne n'avait jamais insisté. Elle envoyait une carte chaque Noël avec la même phrase. « Je pense à toi, petite ». Les cartes s'empilèrent dans un tiroir. Léa ne les avait jamais jetées. Le notaire parla d'un terrain dans les Cévennes, d'un mas en pierre, de frais modestes. Il prononça le mot héritage comme on annonce une facture. Léa nota l'adresse de l'étude et raccrocha. 3 jours plus tard, elle était à Alès. L'appartement d'Yvonne se trouvait au 2e étage d'un immeuble en crépi jaune, dans une rue étroite où le soleil n'arrivait qu'1 heure par jour. Léa tourna la clé que le notaire lui avait remise et poussa la porte. L'odeur la saisit avant tout le reste. Lavande séchée, cire d'abeille et quelque chose de plus ancien, comme le bois chauffé par des étés entiers. L'air n'avait pas bougé depuis des semaines. Les volets étaient tirés. La lumière entrait en lames fines entre les lattes, découpant la pénombre en tranches dorées. Léa avança lentement. Chaque objet semblait à sa place. Les tasses retournées sur l'égouttoir, le châle plié sur le dossier de la chaise, les bocaux d'herbe alignés sur l'étagère de la cuisine. Sur le mur du couloir, des photos jaunies sous verre. Yvonne, jeune, en robe claire devant un mât de pierre. Yvonne plus vieille, à genoux dans un jardin, les mains noires de terre. Et une photo de Léa, petite, peut-être 6 ans, assise sur les genoux de sa grand-mère, riant de toutes ses dents. Léa détourna le regard. Elle travailla vite, méthodiquement, comme on trie un poste médical après une évacuation. Vêtements dans des sacs, papier dans un carton, vaisselle empilée. C'est en vidant le fond de la grande armoire qu'elle sentit une latte bouger sous ses genoux. Elle appuya. Le bois céda légèrement. En dessous, coincée entre 2 solives, une boîte en fer, ronde, du genre qui contenait autrefois des biscuits. Le métal était froid sous ses doigts. À l'intérieur,
Une clé ancienne, lourde, en fer forgé noirci. Une feuille pliée en quatre. Et un bout de papier arraché d'un cahier portant des coordonnées GPS griffonnées au crayon, presque illisibles. Léa déplia la feuille. L'écriture d'Yvonne, qu'elle reconnut aussitôt. Ces lettres rondes, penchées, serrées les unes contre les autres. Mais la main avait tremblé. Les mots montaient et descendaient sur la ligne comme un chemin de montagne. « Ne vends pas, va voir. Tu comprendras, pas de signature, pas de date. » Juste ces 6 mots et le poids de tout ce qu'ils ne disaient pas. Léa resta assise par terre un long moment, la boîte sur les genoux, la clé dans la paume. Braise vint s'asseoir à côté d'elle en boitant et posa son museau sur sa cuisse. Dehors, un scooter passa dans la rue. Quelqu'un rit au loin. Le monde continuait, indifférent. Le lendemain matin, Léa chargea la camionnette. Un sac de couchage, une lampe frontale, de l'eau, des croquettes, le carton de papier d'Yvonne et la boîte en fer posée sur le siège passager. Braise sauta à l'arrière, sa patte raide cognant contre le rebord. Léa entra les coordonnées dans son téléphone. Le point bleu s'afficha au milieu d'un vide vert, sans route, sans nom, à 2 heures au nord d'Alès, quelque part dans les Cévennes. Elle démarra sans prévenir personne. Il n'y avait personne à prévenir. La route après Alès changeait de caractère à chaque virage. D'abord les platanes le long de la nationale, puis les premiers lacets, et soudain les Cévennes se refermaient comme une main. Les châtaigniers remplacèrent les platanes, leurs troncs tordus par des siècles de vent et de gel. La brume descendait par nappes depuis les crêtes, effaçant le sommet des collines comme si quelqu'un gommait le paysage par le haut. Léa conduisait lentement, les 2 mains sur le volant. La camionnette grondait dans les montées, et Braise, couché sur la banquette arrière, glissait doucement à chaque virage sans jamais se plaindre. De temps en temps, Léa croisait un village. Quelques maisons de schiste aux volets fermés, une église sans clocher, un lavoir couvert de mousse. Pas un chat, pas une voiture. Des endroits où la vie s'était retirée sans bruit, comme l'eau d'un ruisseau en été. Le GPS la fit quitter la départementale après Saint-Germain-de-Calberte, puis tourner sur une route communale si étroite que les branches griffèrent la carrosserie des 2 côtés. Au bout de 4 kilomètres, la voix électronique annonça qu'elle était arrivée à destination. Léa freina. Devant elle, la route s'arrêtait. Pas un carrefour, pas un parking, juste la fin du goudron, une barrière de bois à moitié couchée dans l'herbe et un sentier qui partait dans les châtaigniers. Elle coupa le moteur. Le silence fut immédiat, total, comme une pièce qu'on referme. Braise leva la tête, les oreilles droites. Léa prit le sac à dos, glissa la clé dans sa poche et ouvrit la portière arrière. La chienne sauta maladroitement, sa patte raide touchant le sol une demi-seconde après les autres. Le sentier montait en pente douce à travers un sous-bois épais. Des ronces avaient envahi les bords, et Léa devait les écarter avec l'avant-bras pour avancer. Le sol était meuble, couvert de feuilles mortes, si anciennes qu'elles s'étaient transformées en une croûte brune et spongieuse. Personne n'avait marché ici depuis longtemps. Braise avançait devant, le museau rasant le sol, sa claudication plus visible sur le terrain inégal. Mais elle ne ralentissait pas. Quelque chose la tirait en avant, une odeur peut-être, ou cet instinct que les chiens ont pour les endroits qui comptent. Après 20 minutes de marche, les arbres s'espacèrent. La lumière changea, devint plus large, et le vallon s'ouvrit devant elle comme un secret qu'on murmure. Léa s'arrêta net. Le mât était là, au centre d'une clairière en pente douce, adossé à un flanc de colline couvert de genêts. Pierres grises, taillées à la main, joints au mortier de chaux. Les volets étaient fermés, les murs noircis par endroits par la fumée d'un siècle de feu de cheminée. Mais la toiture tenait. Les losses de schiste étaient alignées, serrées, intactes. Quelqu'un avait bâti cette maison pour qu'elle dure. À droite, à une quinzaine de mètres, un bâtiment plus long et plus bas, le séchoir. Celui-là avait moins résisté. Le lierre avait recouvert la moitié de la façade, une partie du toit s'était affaissée,
et la porte pendait de travers sur un gond rouillé. Mais les murs de pierre étaient droits, solides. Ce qui arrêta le regard de Léa, c'était ce qui se trouvait entre les deux. Un ruisseau coulait au fond d'un petit ravin naturel, pas large, peut-être 3 mètres, mais suffisamment profond pour couper le passage. De chaque côté, 2 piliers de pierre s'élevaient à hauteur de poitrine, massifs, taillés avec soin. Le début d'un pont. Mais l'arche manquait. Les pierres s'arrêtaient nettes de chaque côté, tendues l'une vers l'autre sans se toucher. Comme une phrase interrompue au milieu d'un mot. Comme un geste suspendu. Léa descendit vers le mas. Ses bottes s'enfoncèrent dans l'herbe haute. Elle sortit la clé de sa poche, la glissa dans la serrure de la porte d'entrée. Le mécanisme résista, puis céda avec un claquement sourd qui résonna à l'intérieur. La porte s'ouvrit sur une pièce unique, basse de plafond, sombre. L'air sentait la poussière sèche, la pierre froide et, en dessous, quelque chose de plus doux. La lavande encore ou le thym, elle n'était pas sûre. Léa alluma sa lampe frontale. Le faisceau balaya les murs. Une table en bois massif au centre, 2 chaises. Un évier en pierre sous une fenêtre. Une cheminée large et noircie, avec un trépied en fer forgé encore en place. Et aux poutres du plafond, pendus à des crochets par des ficelles, des bouquets d'herbes séchées. Des dizaines. Certains étaient gris de poussière, d'autres avaient gardé une couleur pâle, spectrale. L'air les avait momifiés plutôt que détruits. Sur l'étagère au-dessus de l'évier, des bocaux étiquetés à la main. Mélis, juin 2019. Sauge, août 2020. Millepertuis, juillet 2020 et 1. L'année de la mort d'Yvonne. Léa posa son sac au sol. Braise était entré derrière elle et reniflait chaque coin avec une attention méthodique, la queue basse, les oreilles à tourner vers l'avant. La chienne fit le tour de la pièce, s'arrêta devant la cheminée, renifla longuement, puis vint s'asseoir au pied de Léa. Le silence ici n'était pas vide. Il était plein, dense, comme si les murs avaient absorbé des années de gestes patients et les restituaient lentement. Yvonne avait vécu dans cette pièce. Elle y avait travaillé, séché ses plantes, allumé des feux. Et un jour, elle était partie sans fermer les bocaux de l'été suivant. Léa s'assit sur l'une des chaises. Le bois grinça, mais tint bon. Elle regarda les herbes suspendues, le pont inachevé qu'elle devinait à travers la fenêtre, et les mains de sa grand-mère partout dans cette pièce, dans chaque nœud de ficelle, dans chaque étiquette. Elle pensa, « C'est ici que tu venais quand tu disparaissais l'été. C'est ici que tu vivais vraiment. » Léa se réveilla avant l'aube, le corps raide, le souffle court. Le sac de couchage sentait l'humidité et le sol en pierre avait aspiré toute la chaleur de son corps pendant la nuit. Pendant quelques secondes, elle ne sut pas où elle était. Le plafond bas, les poutres sombres, l'absence totale de bruit, pas de circulation, pas de voisins, pas même le bourdonnement d'un réfrigérateur. Rien. Puis Braise bougea contre sa jambe, et la mémoire revint. Le mas, les cévennes, la clé, les herbes au plafond. Léa se leva, enfila ses bottes et poussa la porte. Le froid la gifla. Un froid sec, minéral, qui sentait la terre mouillée et la pierre gelée. Le vallon était noyé dans une brume blanche si dense qu'on ne voyait ni le séchoir, ni les arbres au-delà. Seul le bruit du ruisseau perçait le silence, régulier, obstiné, comme un pouls. Elle contourna le mât par la gauche, suivant un muret bas envahi de mousse. Derrière le bâtiment, à flanc de colline, elle trouva ce qu'elle espérait sans y croire. Une source. L'eau sortait d'une fente dans le rocher, coulait dans un bassin taillé grossièrement dans le granit, puis débordait en un filet qui rejoignait le ruisseau en contrebas. Le bassin était propre. Pas de vase, pas de feuilles mortes accumulées. Quelqu'un l'avait entretenu, curé régulièrement pendant des années. Léa plongea la main dans l'eau. Le froid lui mordit les doigts jusqu'à l'os. Elle but dans sa paume. L'eau avait un goût de roche et de rien d'autre, pure, sans arrière-fond. Braise but aussi,
longuement, en éclaboussant le sol autour du bassin. Quand elles revinrent devant le mas, la brume avait commencé à se lever. Le soleil touchait la cime des châtaigniers, et les premiers oiseaux s'étaient mis à chanter. Léa s'assit sur le seuil, les mains autour de ses genoux. C'est alors que Braise se figea. La chienne était tournée vers le bois, à l'est du vallon. Son corps entier s'était raidi, la queue horizontale, le poil du cou légèrement hérissé. Un grondement bas monta de sa gorge, pas un aboiement, quelque chose de plus ancien, un avertissement. Léa se leva lentement. Elle ne voyait rien entre les troncs, mais elle avait appris à faire confiance à cette chienne plus qu'à ses propres yeux. Puis une silhouette apparut. Un homme, vieux, marchant avec un bâton de châtaignier. Il avançait sans se presser, le dos légèrement voûté, un béret enfoncé sur un crâne presque chauve. À ses pieds trottait un chien de berger au poil gris, le museau blanchi, l'œil vif. Le vieux s'arrêta à la lisière de la clairière et leva une main ouverte, paume en avant. Un geste simple. « Je ne suis pas une menace. » Braise cessa de gronder mais ne bougea pas. Léa fit 3 pas en avant. L'homme la regarda avec des yeux d'un bleu très pâle, presque délavé, enfoncés dans un visage tanné par le soleil et le vent, si plissé qu'on aurait dit du cuir laissé dehors tout un hiver. « Vous êtes la petite de Yvonne, dit-il. Ce n'était pas une question. » Léa hocha la tête. « Je m'appelle Gérard Fabre. J'habite de l'autre côté de la crête, à 3 kilomètres par le sentier. » Il s'appuya sur son bâton et regarda le mas derrière elle, puis le séchoir, puis les piliers du pont inachevés. Son regard s'attarda là, comme s'il comptait les pierres. « Je connaissais votre grand-mère depuis 40 ans, dit-il. Elle venait chaque été, parfois dès mai quand le thym fleurissait. Elle montait à pied depuis le village avec son sac et ses sécateurs. Les gens d'en bas la trouvaient bizarre. Une femme seule dans un vallon, à cueillir des plantes et à parler aux chèvres. Il eut un mouvement de menton, ni sourire ni grimace. Moi, je la trouvais savante. Elle connaissait chaque plante de ces collines, leur nom, leur usage, leur saison. Elle faisait des baumes pour les brûlures, des teintures pour les douleurs, des tisanes qu'elle donnait aux vieux du village qui ne voulaient surtout pas aller chez le médecin. Elle ne demandait jamais rien en échange. Léa écoutait sans interrompre. Le chien gris s'était couché dans l'herbe. Braise l'observait de loin, méfiante mais calme. Gérard baissa la voix d'un ton. « Mais il faut que je vous dise quelque chose. Depuis qu'Yvonne ne vient plus, le vallon a changé. J'ai trouvé des pièges dans la forêt le mois dernier. Des collets en acier posés le long du ruisseau, illégaux, et des arbres marqués à la peinture orange, comme si quelqu'un repérait les coupes. » Il planta son bâton dans la terre. Ce vallon attire les mauvaises gens depuis qu'il n'y a plus personne. La forêt est dense, la route est loin, la gendarmerie ne monte jamais jusqu'ici. C'est un endroit parfait pour ceux qui ne veulent pas être vus. Léa sentit quelque chose se contracter dans son ventre, un réflexe ancien, le même qui lui serrait le ventre quand le convoi ralentissait sans raison sur une piste au Mali. Gérard la regarda droit dans les yeux. « Votre grand-mère ne fermait jamais la porte à clé. Elle disait que le vallon se gardait tout seul. Mais Yvonne n'est plus là. Et vous, vous êtes seul ici avec une chienne qui boite. Fermez la porte !» Il siffla doucement. Le chien gris se leva d'un bond et vint se coller à sa jambe. Gérard tourna les talons et s'enfonça dans le bois sans ajouter un mot. Le bruit de son bâton sur les pierres s'estompa lentement. Léa resta debout dans la clairière, le soleil maintenant haut au-dessus des arbres, l'eau du ruisseau qui continuait de couler sous le pont, que personne n'avait fini. Braise vint appuyer son flanc contre sa jambe, du côté de la patte valide, et Léa posa la main sur sa tête sans y penser. Fermer la porte. Elle n'avait même pas encore décidé si elle restait. Léa passa la matinée dans le séchoir. Elle avait forcé la porte qui pendait sur son gond unique, et le battant s'était ouvert dans un grincement qui avait fait décoller une nuée de moineaux nichés sous la toiture effondrée. L'intérieur était long et étroit, comme un wagon de train oublié dans la montagne. Les étagères en bois qui couraient le long des murs s'étaient affaissées par endroits sous le poids de l'humidité.
Des bocaux brisés jonchèrent le sol en terre battue, mêlés à des débris de verre, des restes de ficelle et des feuilles séchées réduites en poussière. Ça sentait le moisi et la pierre froide. Mais sous le désordre, la structure tenait. Les murs étaient épais, taillés dans le même granit gris que le mas, et le sol était sec malgré la toiture percée. Léa tâta les joints, poussa sur les pierres d'angle. Rien ne bougeait. Yvonne avait bâti sur du solide, ou fait bâtir. Ce bâtiment pouvait être sauvé. Léa nota mentalement ce qu'il faudrait. Des poutres pour le toit, des étagères neuves, un nettoyage complet. Puis elle se reprit. Elle n'avait pas encore décidé de rester. Elle faisait l'inventaire, c'est tout. Quand elle revint au mas en début d'après-midi, Braise n'avait pas bougé. La chienne était couchée devant la cheminée, exactement dans la même position que le matin, le museau posé contre la pierre du foyer. En entendant Léa entrer, elle leva la tête, gémit doucement, puis se remit à gratter le sol avec sa patte avant. Elle faisait ça depuis la veille au soir. Léa avait d'abord cru à un mulot coincé derrière le mur, ou à une odeur de suie qui excitait l'instinct de chasse. Mais Braise ne chassait pas. Elle insistait. Elle posait la patte sur une pierre précise, toujours la même, au bas du foyer à gauche, et grattait avec une régularité qui ressemblait à de l'obstination. Léa s'accroupit à côté d'elle. La pierre en question était plus petite que les autres, légèrement en retrait par rapport au plan du mur. Le mortier autour d'elle semblait plus récent, plus clair. Léa appuya dessus avec le pouce. La pierre bougea. Pas beaucoup, 1 millimètre peut-être, mais assez pour que Léa sente le jeu. Elle alla chercher le couteau de poche dans son sac, glissa la lame dans le joint et fit levier. Le mortier s'effrita par plaques sèches. La pierre vint d'un coup, comme un bouchon, et Léa faillit tomber en arrière. Derrière, le mur était creux. Une niche maçonnée à la main, profonde d'une 40aine de centimètres, tapissée d'un morceau de toile cirée. Braise se dressa sur ses pattes et fourra le museau dans le trou. Léa l'écarta doucement et alluma sa lampe frontale. Le faisceau éclaira une boîte en métal vert olive, rectangulaire, du type caisse à munitions qu'on trouvait dans tous les surplus militaires. Les coins étaient éraflés, mais les fermoirs fonctionnaient encore. Léa la sortit de la niche et la posa sur la table. Elle pesait lourd pour sa taille. Les fermoirs claquèrent l'un après l'autre. À l'intérieur, 3 choses. D'abord, une enveloppe Kraft épaisse. Léa l'ouvrit. Des billets, des coupures de 20 et de 50 euros, rangés en liasses maintenues par des élastiques. Elle compta rapidement. 8 000 euros, peut-être un peu plus. De l'argent mis de côté billet par billet pendant des années, comme on remplit un bocal avec de la monnaie. Ensuite, un bocal en verre à couvercle vissé, scellé avec de la cire d'abeille. À travers le verre, Léa vit des graines. Des dizaines de petits sachets en papier cristal, chacun étiqueté à la main dans l'écriture ronde d'Yvonne. Lavande vraie, col de Finiel. Sauge officinale, Vallon Sud. Mélisse semis 2018. Thym serpolet, Crête Est. Des graines récoltées ici même, triées, datées, conservées avec le soin qu'on réserve aux choses irremplaçables. Et enfin, sous le bocal, un cahier. Épais, relié de cuir brun, fermé par un lacet. Le cuir était usé au coin, marqué par les doigts. Léa défit le lacet et ouvrit la première page. Des dessins. Le pont, vu de face, vu de profil, vu de dessus. Chaque pierre numérotée. Les cotes inscrites au millimètre. L'angle de l'arche calculé, les fondations détaillées avec une précision d'ingénieur. Les pages suivantes changèrent de registre. Des listes de plantes, classées par saison avec leurs propriétés. Lavande, antiseptique, calmante, floraison juin-août. Achillée millefeuille, hémostatique, cicatrisante, récolte juillet. Des recettes de baume, des temps de séchage, des dosages notés au gramme près. Puis des pages plus personnelles, des observations sur le temps, sur les oiseaux, sur la couleur du ruisseau selon les saisons. 40 ans de présence silencieuse dans ce vallon,
consigné dans un cahier que personne n'avait lu. Léa tourna le cahier et regarda le dos de la couverture. Yvonne y avait écrit une seule phrase, en lettres plus grandes que le reste, comme si elle avait voulu qu'on la voie même sans ouvrir le cahier. Le pont relie ce qui est brisé. Finis-le. Léa referma le cahier lentement. Ses mains ne tremblaient pas. Quelque chose de plus profond tremblait, quelque part entre la gorge et le ventre, là où les mots qu'on n'a pas dit s'accumulent année après année jusqu'à former un poids qu'on finit par prendre pour soi-même. Braise posa le menton sur le bord de la table et regarda Léa avec ses yeux sombres et patients. La boîte militaire était ouverte devant elle. Les billets, les graines, le cahier, tout ce qu'une vieille femme avait caché dans un mur pour que quelqu'un le trouve au bon moment. Léa regarda par la fenêtre. Les 2 piliers du pont se dressaient de chaque côté du ruisseau, tendus l'un vers l'autre dans le vide. Léa ne quitta pas le mât pendant 3 jours. Elle dormait peu, mangeait ce qui restait dans son sac, buvait l'eau de la source et lisait. Le cahier d'Yvonne n'était pas un simple carnet. C'était une voix basse, précise, têtue, qui parlait de racines et de saisons avec la même rigueur qu'un chirurgien parle d'anatomie. Léa tournait les pages lentement, assise à la table, la lampe frontale posée devant elle quand la lumière du jour ne suffisait plus. Braise dormait à ses pieds, habitué maintenant au silence du vallon. Les premières entrées dataient de 1998. Yvonne avait 53 ans. L'écriture était ferme, nette, sans rature. Elle décrivait le terrain qu'elle venait d'acheter, le mât sans ruine qu'elle comptait restaurer, et ses premières récoltes de thym sauvage sur la crête. Les notes étaient techniques mais jamais froides. Yvonne écrivait comme elle devait parler, avec une exactitude qui ne tuait pas la tendresse. La mélisse a pris le long du muret sud, là où l'eau de la source humidifie le sol en profondeur. Les feuilles sont larges, d'un vert plus sombre que celles du commerce. Odeur citronnée très marquée. Séchage lent, à l'ombre, 15 jours minimum. Au fil des pages, le projet prenait forme. Yvonne avait tout imaginé. Le séchoir servirait d'atelier pour préparer les baumes, les tisanes et les teintures. Le mas serait le lieu de vie, simple, autonome. Et de l'autre côté du ruisseau, sur la rive opposée, la terre était plus riche, plus profonde, orientée plein sud. C'est là qu'elle voulait son jardin. Des carrés de plantes médicinales, organisés par famille et par usage, accessibles par le pont qu'elle avait commencé à construire de ses propres mains. Le pont apparaissait régulièrement dans le cahier. En 2005, Yvonne notait les premières fondations. En 2009, les 2 piliers étaient achevés. En 2012, elle dessinait l'arche avec des calculs de charge et de courbure si détaillés que Léa dut relire certains passages 2 fois pour les comprendre. Yvonne avait appris seule, en lisant des manuels de maçonnerie empruntés à la bibliothèque d'Alès. Chaque pierre du pont était choisie, taillée, ajustée par une femme qui avait commencé ce chantier à 58 ans et qui comptait bien le finir. Mais les dernières pages racontaient autre chose. L'écriture changeait à partir de janvier 2022. Les lettres devenaient plus grandes, plus espacées, comme si la main devait fournir un effort visible pour tracer chaque mot. Les phrases raccourcissaient. Les descriptions de plantes disparaissaient. Il ne restait que des lignes brèves, sèches, presque télégraphiques. Douleurs aux mains ce matin. Impossible de tenir la truelle plus d'1 heure. Puis, quelques pages plus loin, j'ai posé 4 pierres aujourd'hui. 4 seulement. Les genoux ne suivent plus. Et enfin, daté de 8 mois avant la mort d'Yvonne, la dernière entrée. Une seule ligne, écrite au milieu de la page blanche, avec une encre qui avait un peu bavé comme si la main s'était arrêtée trop longtemps au même endroit. Mes mains ne tiennent plus la truelle. Le pont attendra. Léa ferma le cahier. La pièce était silencieuse. La lumière de fin d'après-midi entrait en biais par la fenêtre et posait un rectangle doré sur le mur de la cheminée, juste au-dessus de la niche vide. Elle pensa à ses propres mains. Des mains de médecin de combat entraînées à poser un garrot en moins de 10 secondes, à trouver une veine dans la poussière et le chaos,
à maintenir une pression sur une plaie pendant que l'hélicoptère tardait. Des mains qui avaient sauvé des vies, sauf une. Le souvenir revint sans prévenir, comme chaque nuit depuis 2 ans, sauf que cette fois, c'était en plein jour. La piste au sud de Gao. Le convoi arrêté. L'explosion, puis le silence blanc qui suit. Cette seconde où le cerveau refuse d'accepter ce que les oreilles viennent d'entendre. Et le caporal Music, 22 ans, couché sur le côté dans la poussière, les yeux grands ouverts. Le sang qui pulsait entre les doigts de Léa avec une régularité affolante, comme un robinet qu'on ne pouvait pas fermer. Elle avait fait tout ce qu'il fallait. Chaque geste dans l'ordre, chaque protocole respecté, les mains dans le sang jusqu'au poignet, la voix calme qui répétait « Reste avec moi, reste avec moi ». Mais le sang ne s'arrêtait pas, et l'hélicoptère n'arrivait pas. Et à un moment, entre 2 battements, les yeux du caporal avaient changé. Pas fermés, changés. Quelque chose s'était retiré derrière les pupilles, et Léa l'avait senti partir sous ses doigts comme on sent une chaleur quitter un métal. Elle avait continué à appuyer pendant encore 4 minutes, parce que c'était le protocole, parce que ses mains ne savaient pas s'arrêter. Mais c'était fini. Elle le savait. Ses mains le savaient. Depuis ce jour, chaque nuit, ses mains se souvenaient. Elles se crispèrent dans le sommeil, cherchant une pression à maintenir, une hémorragie à contenir, un geste à terminer. Léa n'avait jamais raconté cette scène à personne. Pas au psychiatre de l'armée, pas aux quelques amis qui avaient essayé de garder le contact. Elle portait ce souvenir comme Yvonne avait porté son pont, un geste inachevé, suspendu dans le vide, que rien ne pouvait compléter. Elle rouvrit le cahier à la dernière page. Mes mains ne tiennent plus la truelle. Le pont attendra. Elle regarda ses propres mains, posées à plat sur la table, les cicatrices fines sur les phalanges, les ongles coupés courts, les tendons visibles sous la peau. Des mains qui ne tenaient plus rien. Des mains qui avaient oublié à quoi elles servaient quand il n'y avait personne à sauver. Braise leva la tête et posa son museau sur le genou de Léa. Le ruisseau coulait dehors sous le pont que personne n'avait fini. Léa appela Nadia un soir, assise sur le seuil du mas, le téléphone levé vers le ciel pour capter le seul point de réseau du vallon, entre le châtaignier tordu et le rocher plat. 2 bars, parfois 3 quand le vent soufflait du sud. La voix de Nadia Kessler décrocha à la 2e sonnerie, forte, un peu rauque, comme toujours. « Morel, tu es vivante. Ça fait combien, 6 mois, que tu ne rappelles plus personne ?» Léa ne prit pas la peine de se justifier. Elle décrivit le vallon, le mas, le séchoir, le pont inachevé. Elle parla du cahier, des graines, des plans. Elle n'avait pas prévu de tout dire, mais les mots sortirent d'un bloc, comme l'eau d'un barrage qu'on entr'ouvre. Nadia écouta sans interrompre, ce qui chez elle relevait de l'exploit. Puis il y eut un silence au bout de la ligne. Et la voix revint, plus basse. « J'arrive après-demain. Ne bouge pas. » Nadia débarqua un jeudi matin dans un fourgon blanc couvert de poussière, le pare-brise étoilé par un caillou, l'arrière chargé jusqu'au plafond. Elle descendit du véhicule en claquant la portière avec le pied, une caisse d'outils dans les bras, un sac de sport sur l'épaule, les cheveux noirs coupés courts au-dessus des oreilles. Elle avait 36 ans, des épaules carrées, un visage anguleux et un regard qui jaugeait les gens en 3 secondes. Divorcée depuis 1 an. Infirmière militaire pendant 8 ans avant de raccrocher pour travailler aux urgences de Montpellier. Un poste qu'elle qualifiait de moins dangereux mais plus absurde. Elle posa la caisse par terre, regarda le mas, le séchoir, les piliers du pont, le vallon tout entier et dit « Tu vis dans un trou sans Wi-Fi et tu appelles ça un héritage. Montre-moi. » Léa faillit sourire. C'était la première fois en 2 ans que quelque chose approchait de ce réflexe. Elles passèrent la matinée à inspecter le pont. Nadia n'avait aucune formation en maçonnerie, mais elle avait l'œil du personnel soignant, celui qui repère ce qui tient et ce qui va lâcher. Elle tâta chaque pierre des piliers, gratta les joints au couteau, vérifia l'aplomb avec une bouteille d'eau posée à plat. « C'est du travail sérieux ?» dit-elle finalement, accroupie au bord du ruisseau. « Ta grand-mère savait ce qu'elle faisait.
Les fondations sont droites, les pierres sont calées proprement. Il manque l'arche et le tablier. D'après le cahier, l'arche devait être en plein cintre, construite sur un cintre en bois temporaire qui supporterait les pierres jusqu'à la pose de la clé de voûte. C'était le passage le plus technique, le plus exigeant. Yvonne l'avait reporté d'année en année, attendant d'avoir la force et la certitude. Ni l'une ni l'autre n'étaient venues. Nadia se releva, essuya ses mains sur son pantalon et regarda Léa. « On peut le faire. Pas en un jour, pas en une semaine, mais on peut le faire. » Le chantier commença l'après-midi même. Dans le séchoir, derrière les étagères effondrées, elles trouvèrent les outils d'Yvonne. Un burin, un têtu de maçon, une massette, un niveau à bulles, un cordeau. Tout était rouillé mais fonctionnel. Léa avait acheté du matériel complémentaire à Florac le matin précédent, du ciment, de la chaux, un seau, des gants. Elles travaillèrent en silence, côte à côte, suivant les plans du cahier posé ouvert sur un rocher à l'abri de l'eau. Nadia taillait les pierres avec la massette, frappant de courts coups secs et réguliers. Léa gâchait le mortier et positionnait les blocs selon les cotes d'Yvonne. C'était un travail lent, physique, qui demandait de la patience plus que de la force. À la fin du premier jour, elles avaient posé 8 pierres. 8 pierres sur les 150 que compterait l'arche terminée. Mais c'était 8 de plus que la veille. Le soir tomba doucement sur le vallon. La lumière passa de l'or au cuivre, puis au gris. Les oiseaux se turent un à un, remplacés par le chant continu du ruisseau. Elles s'assirent sur la rive, les jambes pendantes au-dessus de l'eau, le dos contre un rocher encore tiède du soleil. Nadia avait apporté une bouteille de rouge, un Côte-du-Rhône qu'elle ouvrit avec son couteau suisse. Elles burent dans des tasses en métal, sans parler, pendant un long moment. Puis Nadia posa sa tasse sur la pierre et dit, sans tourner la tête, « Il s'appelait comment ?» Léa ne répondit pas tout de suite. Elle savait de quoi Nadia parlait. Pas du vallon, pas du pont, du Mali, de la chose qu'elle n'avait jamais dite à voix haute. Musique, Caporal Music, 22 ans. Nadia attendit. Les mots vinrent par fragments, comme des pierres qu'on décèle une à une dans un mur porteur. Léa raconta la piste, le convoi, le bruit, puis l'absence de bruit. Elle raconta le sang qui ne s'arrêtait pas, la pression de ses mains, le protocole suivi à la lettre, et le moment exact où les yeux du caporal avaient changé. Elle raconta les 4 minutes pendant lesquelles elle avait continué à appuyer sur une plaie qui ne saignait plus, parce que ses mains ne savaient pas faire autrement. Elle raconta le silence de l'hélicoptère qui arrivait trop tard, et ses mains rouges qu'elle avait regardées ensuite sans comprendre à quoi elles servaient encore. Sa voix ne tremblait pas. Elle était plate, clinique, exacte. Mais quand elle arriva au silence après, celui qui avait duré 2 ans, quelque chose céda. Pas un sanglot, pas un cri. Juste un affaissement, comme un mur qui tient debout depuis trop longtemps et qui soudain accepte de pencher. Léa posa ses coudes sur ses genoux et baissa la tête. Nadia ne dit rien. Elle ne la toucha pas. Elle resta simplement là, assise à côté, sa tasse de vin posée sur la pierre, son épaule à 10 centimètres de celle de Léa. Braise se leva du coin d'herbe où elle somnolait, boita jusqu'à Léa et posa sa tête sur ses genoux. Le ruisseau coulait sous le pont inachevé. L'obscurité descendait sur le vallon. Et pour la première fois depuis Gao, Léa Morel pleura sans que personne ne lui demande d'arrêter. Gérard apparut un matin plus tôt que d'habitude. Léa l'entendit avant de le voir, le claquement sec de son bâton sur les pierres du sentier, plus rapide que son rythme ordinaire. Le chien gris trottait devant lui, la queue basse. Le vieil homme ne s'assit pas. Il resta debout au bord de la clairière, le souffle court, et dit sans préambule. « J'en ai trouvé 6 ce matin. Des collets en acier, posés le long du ruisseau à moins d'1 kilomètre en amont. 9, posés dans la nuit. » Il sortit de sa poche un bout de câble d'acier torsadé, l'extrémité formant une boucle coulissante. Le métal brillait encore. Pas de la rouille de stock, du matériel frais, acheté exprès. « C'est illégal depuis 30 ans, dit Gérard. Celui qui pose ça sait ce qu'il fait et se fiche d'être pris.
Il n'y a pas de garde-chasse ici, pas de patrouille. Il regarda Léa dans les yeux. Ils sont revenus. Après son départ, Léa descendit à Florac avec la camionnette. Elle acheta une caméra de chasse à déclenchement infrarouge dans un magasin de matériel agricole. Le vendeur ne posa pas de questions. En début d'après-midi, elle l'installa sur un châtaignier à l'entrée du sentier principal, à hauteur de poitrine, le boîtier camouflé par l'écorce et un bout de mousse. L'angle couvrait le passage entre les deux rochers où le chemin se resserrait. Quiconque entrait dans le vallon passerait devant. La nuit suivante, Léa ne dormit pas. Elle resta assise à la table du mas, la lampe éteinte, Braise couché devant la porte. Vers 4 heures du matin, elle sortit vérifier la caméra. L'écran minuscule afficha 2 déclenchements, horodatés à 1h13 et 1h47. Les images étaient granuleuses, verdâtres, prises en vision nocturne. Sur la première, 2 silhouettes. Des hommes, à en juger par la carrure, portant des sacs sur le dos. Le premier avait une lampe frontale éteinte relevée sur le front. Le second portait quelque chose de long contre l'épaule, un manche, un outil, peut-être autre chose. Sur la seconde photo, prise 34 minutes plus tard, les mêmes silhouettes repassaient en sens inverse. Les sacs semblèrent ça plus lourds. Léa retira la carte mémoire et la glissa dans sa poche. Le lendemain, en revenant d'une coupe de bois avec Nadia, Léa remarqua que la porte du séchoir était entr'ouverte. Elle l'avait fermée le matin avec le loquet de fortune qu'elles avaient installé. À l'intérieur, rien ne manquait. Mais les outils n'étaient plus dans le même ordre. La massette posée à droite du burin au lieu de la gauche, le cordeau déroulé d'1 mètre, le niveau à bulles retourné sur l'étagère. Des détails que personne n'aurait remarqués sauf quelqu'un qui travaille avec ses outils chaque jour et les range toujours au même endroit. « Quelqu'un est entré, » dit Léa. Nadia examina le loquet. Pas forcé. Soit ils l'ont soulevé avec une lame, soit il était mal enclenché. Elle regarda Léa. Qu'est-ce qu'il cherchait? Je ne sais pas. À partir de ce soir-là, Braise changea. La chienne, d'habitude calme une fois la nuit tombée, refusait de se coucher. Elle restait assise face à la porte du mas, les oreilles dressées, le corps rigide, les yeux fixés sur le bois comme si elle voyait à travers. Le moindre craquement de branches dehors la faisait se lever d'un bond. Léa dormait par tranches de 40 minutes, la lampe torche à portée de main, le cahier d'Yvonne serré contre sa poitrine sans qu'elle sache pourquoi, comme un objet qui protège. Le 3e matin, Nadia fit le tour du chantier à l'aube pendant que Léa préparait le café sur le réchaud. Quand elle revint, son visage avait changé. « Viens voir !» Elles descendirent vers le pont. Dans la terre meuble au pied du pilier ouest, à moins d'1 mètre des pierres qu'elles avaient posées la veille, des empreintes de bottes. Larges, profondes, à crampons. 2 paires différentes. Les traces faisaient le tour des 2 piliers, s'approchèrent du ruisseau, puis repartaient vers le bois en direction de l'amont. Nadia s'accroupit près de la base du pilier et ramassa quelque chose entre le pouce et l'index. Un mégot de cigarette écrasé contre la pierre. Elle le porta à son nez, le retourna, puis le tendit à Léa. « Encore tiède. » Léa prit le mégot. Le filtre était humide. Fumé il y a moins de 2 heures. Quelqu'un avait fumé une cigarette debout à côté de leur pont, dans le noir, en regardant leur travail. Nadia se releva et essuya ses mains sur son pantalon. Ses yeux balayèrent la lisière des arbres avec cette attention aiguë que l'armée imprime dans les réflexes et que le civil n'efface jamais complètement. « Il ne cherche pas du gibier, » dit-elle à voix basse. « Il cherche quelque chose ici. » Le vallon était silencieux. Le ruisseau coulait sous les piliers. Braise, assise sur la rive, fixait le bois sans scier, le poil du dos lentement hérissé. Elles avaient préparé leur plan dans l'après-midi, sans se presser, avec la méthode de gens qui ont l'habitude d'organiser des choses sous pression. Nadia gara le fourgon derrière le séchoir, face au sentier. Farid d'éteint, clé sur le contact. Léa vérifia la lampe torche, celle à faisceau large qu'elle avait gardée de l'armée. Assez puissante pour aveugler un homme à 30 mètres. Elle passa voir Gérard en fin de journée. Le vieil homme écouta sans interrompre,
assis sur le banc devant sa bergerie, son chien gris couché sur ses bottes. Quand Léa eut fini, il hocha la tête et dit simplement « Je descends au village ce soir. Je parlerai à Vidal, le brigadier. S'il ne vient pas, je reviens moi-même avec le fusil de mon père. » Léa le regarda. Il n'avait pas dit ça comme une menace. Il l'avait dit comme on annonce qu'on fera chauffer de l'eau pour le café. Un fait, pas une émotion. À la tombée de la nuit, Léa éteignit toute lumière dans le mât et s'installa dans le séchoir avec Braise. Le bâtiment était froid, humide, mais sa position offrait une vue directe sur le sentier et le ruisseau. Elle s'assit contre le mur du fond, le dos calé sur la pierre, la lampe torche posée sur les genoux. Braise se coucha à côté d'elle, le museau entre les pattes, les yeux ouverts. Elles attendirent. La première heure passa lentement. Les bruits de la forêt se déployèrent un à un. Le craquement des branches sous le vent, le cri d'une chouette quelque part sur la crête, le clapotis continu du ruisseau. Léa respirait par le ventre, comme on le lui avait appris à l'entraînement. Longs cycles réguliers qui ralentissent le cœur et aiguisent les sens. La deuxième heure fut plus dure. Le froid montait du sol en terre battue et s'installait dans les jambes, les reins, les épaules. Léa serra les mâchoires pour empêcher ses dents de claquer. Braise ne bougeait pas, mais ses oreilles pivotaient, par intermittence, captant des sons que Léa ne percevait pas. À 2h11 exactement, la chienne se dressa d'un coup. Pas un mouvement progressif, une décharge. Tout le corps tendu en une seconde, les pattes raides, le poil du dos hérissé du cou jusqu'à la queue, un grondement sourd montant de la gorge comme le bruit d'un moteur qui s'enclenche. Léa posa la main sur son flanc. Le muscle sous le poil vibrait. Braise fixait la lisière du bois à l'est, là où le sentier descendait vers le ruisseau. Léa regarda. D'abord rien. Puis 2 points de lumière apparurent entre les troncs, faibles, mouvants. Des lampes frontales. Les silhouettes se précisèrent lentement. 2 hommes, l'un plus grand que l'autre, avançant sans bruit sur le sentier en direction du ruisseau. Ils portèrent des sacs lourds et marchaient avec l'assurance de gens qui connaissent normalement le chemin. Le plus grand tenait un objet long dans la main droite, un pied de biche ou une barre de fer. Léa ne pouvait pas distinguer. Ils passèrent devant le séchoir sans le voir, contournèrent le pont par l'amont et s'arrêtèrent au bord de l'eau. L'un d'eux posa son sac et s'accroupit. Léa se leva. Le geste fut automatique, sans hésitation, sans pensée. Le même geste qu'au Mali quand la situation bascule et que le corps prend le relais avant que la peur n'arrive. Elle sortit du séchoir, la lampe torche dans la main gauche, éteinte, et marcha droit vers eux. À 10 mètres, elle alluma. Le faisceau blanc frappa les 2 hommes en plein visage. Ils se figèrent, éblouis, les bras levés par réflexe. « Vous êtes sur un terrain privé, » dit Léa. Sa voix était basse, calme, sans inflexion. La voix qu'elle utilisait pour parler aux blessés qui paniquaient, celle qui ne laisse aucune place au doute. Le plus grand des deux baissa le bras lentement. Son visage était épais, mal rasé, les yeux plissés dans la lumière. Il fit un pas en avant. Le geste était lent mais délibéré. Il ne reculait pas. Il testait. Braise bondit. La chienne surgit de l'ombre du séchoir avec un aboiement si violent qu'il résonna contre les murs du vallon comme un coup de feu. Elle se planta entre Léa et l'homme, les crocs découverts, la patte arrière raide mais le reste du corps ramassé comme un ressort. L'homme s'immobilisa. Au même instant, les phares du fourgon s'allumèrent derrière le séchoir. Nadia avait tourné la clé. La lumière blanche inonda la clairière, écrasant les ombres, transformant le vallon en une scène nue et brutale. Les 2 hommes clignèrent des yeux, désorientés, pris entre la torche de Léa et les phares du fourgon. Puis un 3e bruit monta du sentier. Un moteur diesel, des pneus sur la terre et le crissement d'un frein à main. Les gyrophares bleus découpèrent dans les arbres en éclats. Gérard avait tenu parole. Le brigadier Vidal descendit du véhicule de gendarmerie avec un collègue, lampe au poing. Les 2 hommes ne coururent pas. Le plus petit lâcha son sac sur le sol. Un bruit métallique de collets et de câbles d'acier.
Le plus grand posa la barre de fer dans l'herbe sans un mot, les yeux toujours fixés sur Braise qui n'avait pas cessé de gronder. Les gendarmes firent-ils leur travail rapidement. Identité, menottes, fouille des sacs, collets illégaux, outils de coupe, un couteau de chasse. Le brigadier Vidal prit la déposition de Léa sur le capot de la camionnette, à la lumière du plafonnier. Il écrivait lentement, avec application. Quand il eut fini, il leva les yeux. « Votre grand-mère nous avait signalé des intrusions il y a 2 ans. On n'avait pas donné suite. » Il referma son carnet. Léa ne répondit pas. Elle regardait le vallon retrouver sa nuit, les gyrophares qui s'éloignaient entre les arbres, et Braise qui s'était enfin couché dans l'herbe, le museau posé sur ses pattes, les yeux fermés. Les jours qui suivirent l'arrestation eurent une qualité différente. Léa ne l'aurait pas formulé ainsi, mais le vallon avait changé de respiration. Le silence n'était plus celui de la menace, mais celui de l'espace rendu à lui-même. Les oiseaux revinrent en nombre, des mésanges dans le châtaignier près du séchoir, un rouge-gorge qui se posa un matin sur le pilier ouest du pont et y resta 1 heure, la tête inclinée, comme s'il surveillait le chantier. Léa reprit le travail dès le lendemain, plus tôt que d'habitude. Elle portait les pierres depuis la réserve qu'Yvonne avait constituée derrière le séchoir, des blocs de granit gris triés par taille, empilés méthodiquement contre le mur. Chaque pierre avait été choisie. Léa le voyait maintenant, pour sa forme, son poids, sa capacité à s'emboîter avec les autres. Yvonne avait passé des années à préparer un chantier qu'elle n'avait pas eu le temps de mener à son terme. Gérard apparut un matin avec un outil que Léa n'avait jamais vu. Une chasse de tailleur de pierre, fine, en acier trempé, le manche en bois poli par des décennies d'usage. Il la posa sur la table du mât sans un mot, puis s'assit sur la chaise et but le café que Nadia lui tendit. Ce n'est qu'après la 2e tasse qu'il parla. « J'ai été tailleur de pierre avant d'être berger, » dit-il. Apprenti chez Rosière, Amande, de 14 à 20 ans. Après, j'ai pris les bêtes parce que mon père est tombé malade et qu'il fallait quelqu'un dans la montagne. Mais les mains n'oublient pas. Il regarda les piliers du pont par la fenêtre. Votre grand-mère m'avait demandé de l'aide pour l'arche. J'avais dit oui. Et puis, elle n'est plus revenue l'été suivant. Il se leva, prit la chasse et sortit. Léa et Nadia le suivirent. Ce que Gérard leur enseigna en 3 jours, aucun manuel ne l'aurait transmis. Il leur montra comment construire le cintre, cette structure en bois courbe qui soutient les pierres de l'arche pendant la pose, jusqu'à ce que la clé de voûte verrouille l'ensemble. Ils utilisèrent des planches de châtaignier coupées en arc et fixées sur des montants plantés dans le lit du ruisseau. Le cintre devait être parfait. 1 millimètre de travers et l'arche ne tiendrait pas. Gérard vérifia chaque angle, chaque appui, avec une patience de vieux renard. Puis la pose commença. Pierre après pierre, en partant des 2 piliers, montant de chaque côté en courbe symétrique. Léa gâchait le mortier, Nadia portait les blocs, Gérard positionnait et ajustait avec des coups de chasse si précis que le son de l'acier sur le granit devint le rythme du vallon pendant 1 semaine. Le 10e jour, il ne restait qu'un vide au sommet de l'arche. Un espace de la taille d'une main en forme de coin. La clé de voûte. Gérard avait taillé la pierre lui-même, une pièce trapézoïdale qu'il avait travaillée pendant 2 jours, vérifiant les angles au millimètre avec un gabarit en carton découpé selon les codes du cahier d'Yvonne. Il l'attendit à Léa. « C'est ton pont, » dit-il. Léa prit la pierre. Elle pesait lourd pour sa taille, dense, froide, lisse sur les faces de joint et brute sur la face visible. Elle monta sur le cintre, les pieds calés entre les planches, le ruisseau coulant en dessous avec son bruit d'éternité. Nadia se tenait du côté du séchoir. Gérard de l'autre, appuyé sur son bâton. Braise était assise sur la rive, la patte raide posée devant elle, la tête levée vers l'arche. Léa plaça la clé de voûte dans l'ouverture. La pierre glissa, résista 1 seconde, puis s'enfonça avec un son mat et profond qui résonna dans le vallon comme un battement de cœur. Le cintre ne bougea pas. L'arche tenait. Personne ne parla. Gérard ôta son béret et le tint contre sa poitrine pendant quelques secondes, un geste si discret que seule Léa le vit.
Nadia donna un coup de poing léger sur le parapet et dit « Il est pas mal ce pont !» Ils retirèrent le cintre le lendemain matin. Le bois glissa, les montants furent dégagés, et l'arche resta en l'air, seule, portée par rien d'autre que la géométrie et le poids de ses propres pierres. L'eau passait en dessous sans la toucher. Le tablier fut posé en 2 jours, des dalles plates que Nadia et Léa scellèrent au mortier de chaux. Le dernier joint fut lissé un jeudi soir, à la lumière rasante qui transformait chaque pierre en or. Léa traversa le pont pour la première fois. Ses bottes sonnèrent sur les dalles. Sous ses pieds, la structure était solide, immobile, silencieuse. Elle ne tremblait pas, ne craquait pas. De l'autre côté, la rive montait en pente douce vers un replat naturel abrité du vent du nord par un affleurement rocheux. La terre ici était différente. Noire, profonde, souple sous les doigts. Léa s'agenouilla et en prit une poignée. Elle sentait l'humus, la feuille décomposée, la vie en attente. Exactement comme Yvonne l'avait décrit à la page 43 du cahier. Terre franche, profonde, exposition sud-sud-ouest. Idéal pour les aromatiques et les médicinales. Protégée du gel tardif par la barre rocheuse. Le lendemain, Léa ouvrit le bocal scellé. La cire d'abeille céda sous la lame du couteau avec un craquement sec. Les sachets de graines étaient intacts, secs, parfaitement conservés. Elle les étala sur la table du mât et les tria selon le plan qu'Yvonne avait dessiné dans le cahier, 4 carrés séparés par des allées de pierre. Lavande au centre, sauge au sud, mélisse à l'est près de l'eau, thyme au nord contre le rocher. Elle traversa le pont avec le bocal, un bâton pour tracer les sillons et les graines de sa grand-mère dans la poche de sa veste. Braise la suivit en boitant sur les dalles neuves. Léa s'agenouilla dans la terre noire et sema la première ligne. Les graines tombèrent du creux de sa main comme de petits points de silence, chacun portant un nom écrit par une femme qui n'était plus là. Elle recouvrit les sillons avec le dos de la main, tassa légèrement et resta un moment à genoux, les doigts dans la terre. De l'autre côté du pont, le mas fumait doucement. Nadia avait allumé le feu. L'été était venu d'un coup, comme il fait dans les Cévennes, sans transition, sans politesse. Un matin de juin, l'air avait changé de texture, devenant épais, sucré, chargé du parfum des genêts en fleurs et de la terre chauffée. Le vallon n'était plus le même. Le séchoir se tenait droit sous sa toiture neuve, les lauses de schiste posées par un couvreur de florac que Léa avait payé avec l'argent de la boîte militaire. À l'intérieur, des étagères en châtaignier couraient le long des murs, portant des dizaines de bocaux en verre étiquetés à la main. Des bouquets de lavande, de sauge et de thym pendaient aux poutres, attachés par des ficelles exactement comme ceux qu'Yvonne avait laissés dans le mas 3 ans plus tôt. L'odeur à l'intérieur était si dense qu'elle semblait avoir une couleur, un mauve profond mêlé de vert. Le mas sentait le bois de châtaignier et le café du matin. Léa avait refait les joints de la cheminée, installé un évier alimenté par la source et posé un plancher de récupération dans la pièce du fond, celle qu'elle avait transformée en chambre. Un lit, une couverture en laine, une étagère de livres, le cahier d'Yvonne posé sur la table de nuit. Rien de plus. C'était suffisant. Nadia était repartie fin avril. Elle avait embrassé Léa sur les 2 joues, lancé un biscuit à braise et dit en montant dans le fourgon : « Si tu ne m'appelles pas au moins une fois par semaine, je reviens et je démolis ton pont. » Elle revenait chaque premier week-end du mois, le fourgon chargé de choses que Léa n'avait pas demandées. Des draps neufs, un sac de terreau, une bouteille de vin, un roman qu'elle abandonnait sur la table sans commentaire. Gérard passait tous les matins. Il arrivait par le sentier de la crête avec son chien gris, s'asseyait à la table du mas, buvait un café noir sans sucre et restait une demi-heure à parler de la météo, des bêtes, des plantes, parfois de rien. Puis, il repartait avec un bocal de tisane ou un pot de baume que Léa lui glissait dans la poche de sa veste sans qu'il proteste. Le village avait commencé à bouger. D'abord des regards, puis des questions au marché de Saint-Germain, et enfin des gens qui montèrent le sentier pour voir. Une institutrice à la retraite acheta un flacon de macérat de millepertuis. Un apiculteur de la vallée proposa un échange, miel contre lavande séchée.
La boulangère de Bar des Cévennes voulut une tisane pour sa mère qui dormait mal. Les fils se tissaient lentement, comme les racines des plantes sous la terre noire de l'autre rive. Le premier marché fut celui d'Anduze, un samedi de juillet. Léa avait chargé la camionnette avec des cagettes en bois tapissées de toile, contenant des sachets de tisane, des pots de baume à la cire d'abeille et des bouquets de lavande. Elle avait fabriqué des étiquettes simples, écrites à la main, portant le nom du vallon et la liste des plantes. Elle ne savait pas vendre. Elle posa les cagettes sur le tréteau, s'assit derrière et attendit. Les gens passaient, touchaient, reniflaient, reposaient. Quelques-uns achetaient. Vers midi, une femme très âgée, le dos rond, les mains couvertes de taches brunes, s'arrêta devant l'étal. Elle prit un sachet de mélisse, l'ouvrit, porta les feuilles à son nez et ferma les yeux. Elle resta ainsi pendant plusieurs secondes, immobile, respirant. Puis elle rouvrit les yeux et regarda Léa avec une expression que Léa ne comprit pas tout de suite. Ni surprise ni joie, mais reconnaissance. Le regard de quelqu'un qui retrouve un visage perdu. « C'est exactement celle d'Yvonne, » dit la vieille femme. « La même odeur. » Elle acheta 3 sachets et s'en alla sans demander le prix. L'automne posa ses premières couleurs sur les châtaigniers quand Léa grava le nom dans la pierre. Elle utilisa le burin d'Yvonne et la massette, frappant chaque lettre avec soin, le son de l'acier sur le granit résonnant dans le vallon comme une ponctuation. Pont, Yvonne. 2 mots taillés dans le parapet côté masse, juste à l'endroit où la lumière du soir tombait le plus longtemps. Braise avait pris l'habitude de dormir en travers du tablier chaque après-midi, couchée sur les dalles chauffées par le soleil, la patte raide étendue devant elle. Les gens qui montaient au vallon devaient l'enjamber pour passer. Personne ne s'en plaignait. Ce fut un soir d'octobre que Léa trouva la dernière page. Et elle prenait le cahier chaque nuit avant de dormir, moins pour le lire que pour le tenir, comme on tient la main de quelqu'un dans le noir. Ce soir-là, le cuir de la couverture arrière se décolla légèrement sous son pouce. Une feuille était collée en dessous, pliée en 2, glissée entre le cuir et le carton. Léa la déplia. L'écriture d'Yvonne, tremblante mais lisible. « Tu as toujours soigné les autres. Cet endroit, c'est pour que tu te soignes enfin toi-même. » Léa posa la feuille sur la table de nuit. Elle ne pleura pas. Quelque chose de plus large que les larmes se déploya dans sa poitrine. Une chaleur lente, profonde, comme le premier rayon qui touche la pierre du mas le matin et met des heures à la traverser. Elle ferma le cahier, le posa et souffla la bougie. Braise dormait au pied du lit, son flanc montant et descendant dans le silence. Léa ferma les yeux. Le ruisseau coulait sous le pont, les herbes séchaient au plafond du séchoir, et les graines qu'elle avait semées au printemps étaient redevenues des plantes vivantes qui sentaient exactement comme les mains de sa grand-mère. Le lendemain matin, Léa sortit sur le seuil du mât. Le vallon était noyé de brume blanche. Le ruisseau chantait dans le froid. Braise boitait déjà vers la source pour boire. Léa prit une inspiration lente et regarda le pont, le séchoir, les carrés de plantes sur l'autre rive, tout ce qu'elle avait construit avec des mains qui ne savaient plus à quoi elles servaient 6 mois plus tôt. Et pour la première fois depuis le Mali, elle sourit sans forcer.